J'allais faire des études d'expertise comptable. Je m'étais dit que c'était une bonne formation pour entreprendre. Ça m'a appris à penser différemment tous les problèmes. Au même moment, je fais un bref passage chez The Family. Finalement, il y a un fonds avec qui ça marche très bien. Ils mettent 2 millions d'euros dans l'aventure à ce moment-là. Et là, il y a plein de fonds anglo-saxons qui me contactent, qui me disent 5 millions c'est pas assez, faut mettre 10, faut mettre 15, faut mettre 20 et tout. Là, je fais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Les gens connaissaient que Jonathan Cohen l'acteur. Ouais. Donc ils s'attendaient à me voir en acteur. Et je dis non, lui c'est le faux et moi je suis le vrai. Et du coup, j'ai dit ok, bah je vais créer un compte Instagram, TikTok, etc. Je vais m'appeler Jonathan Cohen le vrai. Et en fait, ça a cartonné. On a fait des vidéos à des millions de vues sans absolument rien sponsorisé. On est les seuls aujourd'hui sur le marché à te mettre visuellement combien tu vas payer d'impôts, de TVA et de cotisations sociales. Bonjour à tous, on se retrouve sur ce podcast et aujourd'hui on a comme invité Jonathan Cohen. Bonjour Jonathan. Bonjour Nicolas. Donc dans ce podcast, on va aborder qui est Jonathan, c'est quoi sa boîte Akazi et on va regarder en détail c'est quoi différentes options qu'on peut avoir pour investir en tant que chef d'entreprise et comment on peut optimiser tout ça. Donc déjà, Jonathan, première question, est-ce que tu peux te présenter en détail et nous dire qui tu es? Ouais, très clair. Moi, je suis donc Jonathan Cohen, le vrai, on peut en reparler directement derrière, mais je suis expert comptable de formation, je suis le fondateur d'Akazi. J'ai fait du droit, j'ai fait de la finance, j'ai fait de la gestion de patrimoine et j'ai fait aussi un passage au Wagon, qui est une école de code, où j'ai appris à développer et coder avec l'idée de lancer l'outil, en tout cas la solution, l'offre de service Akazi. L'idée, c'est d'accompagner tous les freelances indépendants sur toute la partie accompagnement comptable, fiscal, conseil au global. Et donc, on a développé une plateforme qui permet d'automatiser la comptabilité et la fiscalité. Et on a une équipe en interne. On est ce qu'on appelle un cabinet d'expertise comptable en ligne qui accompagne ensuite tous ces indépendants prestataires de services. Donc, on existe depuis fin 2017, début 2018. Ok, ça remonte un peu. Ouais, ça commence à dater. On est 35 aujourd'hui dans l'aventure, tous principalement basés à Paris, hein, quelques personnes sur Bordeaux et sur Lyon. Mais on va dire les 30 personnes majoritaires sont à Paris. On est accompagné par un fonds d'investissement qui a mis à peu près 4 millions d'euros dans l'aventure en 2020-2022. On a 2000 clients aujourd'hui. Ok. Et voilà. Ok, c'est pas mal. Si je le fais assez court. J'aimerais bien revenir sur ton parcours parce que Ouais. tu as dit que tu as fait donc gestion de patrimoine, droit, Ouais. le wagon, donc qui est Ouais. plutôt dev, code, Ouais. et du coup l'expertise, Ouais. tout ce qui est au niveau de la comptabilité. Ouais. Comment tu as eu ce parcours un peu, on va dire, chaotique, parce qu'il y a plein de choses dans tous les sens. Comment Ouais. tu en es venu à faire tous ces chemins différents? En fait, j'ai commencé par faire de l'expertise comptable, on va dire de façon assez traditionnelle. Donc, ce qu'on appelle l'expertise comptable, c'est les diplômes qu'on appelle DCG, DSCG. Direct après le bac. Alors, pas directement après le bac, j'ai fait un bref passage en médecine. J'étais un peu perdu, je savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, très vite, au bout de 3 mois, je me dis non, il faut que je parte là. Première année en passé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, même pas, j'ai fait juste 3 mois parce qu'en Ok. fait, j'aimais pas l'hôpital, j'aimais pas le sang, j'aimais pas le truc. Je me suis un peu perdu, quoi. Ça arrive Ok. qu'il y en a plein qui se perdent après le bac. Donc après, je me suis un peu cherché, je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'allais faire des études d'expertise comptable. Assez rapidement, j'ai rencontré des gens parce que moi, je connaissais pas vraiment le métier d'expert comptable, mais je voyais que je m'étais dit que c'était une bonne formation pour entreprendre. Ok. C'était ça ma logique derrière. Je voulais pas forcément être expert comptable. Je me suis dit, voilà, je vais faire ça, mais pour bien maîtriser toutes les règles. Ça, c'était en quelle année quand tu as commencé le DCG? Je crois que c'était 2005. Ok. Ouais, je crois que c'est ça, c'est 2005, tu vois. Ok. Donc, tu vois, ça commence à dater. Ouais, ça date, ouais, directement, parce que du coup, tu commences à ce moment-là. Et là, en fait, assez rapidement, je rencontre des gens qui me disent regarde, ce serait bien que tu fasses aussi du droit. Est-ce que tu aimes bien le droit? J'accroche très vite avec le droit et je m'étais posé la question, tu vois, après le bac, de faire une fac de droit. Puis finalement, j'étais parti en médecine un peu comme ça. On va dire à l'aventure, c'était pas du tout le sujet. Je découvre la fac de droit et je me dis ok, trop cool, je m'inscris en même temps en fac de droit en fait. Ok. Donc En même temps à la du Sorbonne, DCG ouais, en même temps du DCG. Et donc c'était pas du tout un rythme qui était commun parce que du coup c'était pas une double licence ou une bi-licence ou un truc comme ça. Ouais, c'était deux parcours Et du coup différents en même c'était 2 parcours différents en même temps, ce qui fait que j'étais en examen non-stop pendant 4-5 ans quoi. Ok. J'avais les partiels de droit, tu vois, janvier, juin, et ensuite après septembre les examens d'expertise. Et donc j'ai pris un tunnel pendant vraiment 4-5 ans. Et donc j'ai fait licence en droit en parallèle, master en droit des affaires d'un côté, et en même temps DCG, DSCG, tu vois. Ça, Ça, c'était mon le seul parcours. à faire ça ou il y avait aussi des gens J'avais un ami qui le faisait avec moi, donc Ok. c'était l'avantage, c'est que du coup voilà, on s'entraînait là-dedans. J'avais entendu aussi d'autres personnes qui l'avaient fait, mais c'est vrai que c'était pas commun, pas assez Ok. adapté. Et donc on avait un gros rythme, mais tout de suite ça te forge, tu vois, voilà, où en fait on s'arrêtait jamais de bosser, quoi. Voilà, on faisait la fête, hein, mais on bossait vraiment non-stop, quoi. Mais du coup c'était hyper intéressant parce que du coup tu avais des compétences très transverses et dès le départ en fait je me suis entraîné à, tu vois, on reproche souvent aux juristes, aux avocats d'avoir une vision trop justement juridique de la chose ou pas assez pragmatique et d'être trop dans on va dire tu vois, la prise de risque et dans, voilà, sans jamais prendre position parce que je du vois. coup voilà, c'est tout le temps dans l'analyse globale, en tout cas voilà, moins avoir un tempérament d'entrepreneur. Et puis on peut reprocher aux experts comptables au contraire d'être un peu trop pragmatique, tu vois, trop très vite, ok bon, mais le problème c'est un problème de montant, de cash, de chiffres. Et donc tout de suite, tu vois, ça m'a appris à penser différemment tous les problèmes. Et Ok. donc assez rapidement,
voyant en fait l'exercice du métier. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est la partie conseil. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, si tu voulais rajouter une autre brique vraiment importante pour conseiller, parce que le métier premier en fait de l'expert comptable, on va dire au-delà de faire de la comptabilité, des déclarations fiscales ou autres, en fait, tu t'appuies sur la base comptable et financière pour faire du conseil. Et en fait, ceux qui font vraiment du conseil, on va dire challengeant et qui était intéressant, en tout cas moi à mon sens, c'était les gestionnaires de patrimoine. Voilà, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait plein, ils n'étaient pas du tout gestionnaires de patrimoine, c'est juste des super bons vendeurs et ils faisaient pas de conseils, mais en fait la dimension ingénierie patrimoniale conseil de la partie gestion de patrimoine, elle était hyper intéressante et donc ça recoupe des pans d'activité de ton domaine du droit de la famille, droit de succession, droit fiscal ou autre, et la partie aussi expertise comptable sur toute la partie gestion financière. Mais ça nécessite de compléter, tu vois, toute la partie de gestion d'actifs où tu sais pas ce que c'est. Donc, je suis parti à Dauphine faire un master en gestion de patrimoine. Et ça, quand tu as fait ton master en gestion de patrimoine, t'en étais où au niveau du DSCG? Alors voilà, DSCG, alors à ce moment, j'avais tous mes examens, DCG, DSCG, je les avais, licence en droit, master en affaires. J'ai commencé à bosser. Et donc, j'étais en train de faire le stage d'expertise comptable directement. Et donc, je finissais ce stage d'expertise comptable. Donc, que j'ai fini, je sais plus exactement en quelle année, 2012 ou 2013. Et donc, c'est à ce moment-là où je l'ai fait juste. Enfin, pour être expert comptable, il faut faire 3 ans ce qu'on appelle de stage dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, j'ai bossé dans différents cabinets où j'exerçais différentes missions et en direction financière aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu des expériences très cool où c'était hyper intéressant sur du restructuring, des trucs de fusion-acquisition et tout. Donc, c'était vraiment cool en termes d'expertise. Et j'avais fini mes 3 ans de stage. Et en fait, je suis allé avant d'avoir le diplôme parce que du coup, c'est un peu long le temps de rédiger le mémoire, de le passer et tout. Et donc, pendant cette période-là de rédaction du mémoire, en fait, entre guillemets, parce que ça peut te prendre quasiment 6 à 9 mois. Je suis allé faire ce master en gestion de patrimoine à Dauphine. C'était lequel? T'as le numéro ou je me rappelle plus du numéro, mais en fait, je sais que j'avais hésité entre Clermont-Ferrand et Dauphine, parce que j'avais été pris dans les deux. Et Clermont-Ferrand était très axé juridique, fiscal. Et du coup, j'avais déjà pas mal de compétences sur ces sujets-là. Et Dauphine était très axé marché financier, gestion d'actifs, tu vois, modélisation de portefeuille et tout. Et je trouvais ça très cool. Et du coup, j'avais un très bon pote qui était genre gestionnaire d'actifs et tout, etc. Donc, c'était hyper intéressant de challenger cette partie-là quand tu l'as jamais vue. Et donc, tu jouais à faire des placements de portefeuille et tout. Enfin, tu vois, les mecs te racontaient des histoires assez marrantes. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi Dauphine. Voilà, sur cette partie gestion de patrimoine. Donc, tu es en train de faire ton mémoire pour la partie comptabilité, expertise comptable. Et en parallèle, tu fais ton master. Et c'est quoi? C'était 1 an, 2 ans? 1 an, parce que du coup, je suis rentré en M2 directement. Donc, tu fais pas M1, donc tu rentres en M2. Donc, je fais la partie gestion de patrimoine. Tout de suite après Dauphine, je crée d'ailleurs un cabinet de gestion de patrimoine, tu vois, d'un point de vue entrepreneurial. Mais j'avais 25 ans, quoi. C'est un cabinet classique, un peu digitalisé. Ouais, on essayait un peu de le faire digitaliser de façon digitalisée. On était 3. J'étais le plus jeune et donc je me suis associé avec 2 autres amis que j'avais rencontrés à Dauphine avant de devenir expert comptable. Du coup, c'est des profils plutôt financiers. Alors un profil justement gestion d'actifs pur et un autre un profil plus économiste, Sciences Po, etc. Enfin, qui avait un gros profil mais plus âgé, qui avait 10 ans de plus que moi à l'époque et donc qui permettait aussi d'apporter un peu plus de réseau, de crédibilité. Mais voilà, et après du coup les hauts et les bas de l'association. Voilà, on s'entend encore très bien, il n'y a pas de sujet, mais bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Et moi, en fait, aussi, tout de suite après, j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable en tant que tel, donc le fameux mémoire, et donc tu passes avec les épreuves écrites et le mémoire. Donc j'ai eu, je sais pas, vers 27 ans, je crois, à peu près. J'étais diplômé officiellement d'expertise comptable. Et là, à ce moment-là, en fait, je crée mon cabinet en 2014. Donc voilà, j'avais 28 ans, je crée le cabinet. Le second cabinet, seconde boîte que tu crées. Seconde boîte que je crée, où je crée où il y avait la partie encore gestion de patrimoine que j'essayais de faire un peu, mais la partie expertise, et je le crée tout seul, directement, ce qu'on appelle création ex nihilo. Et en fait, là-dedans, je gravite par Dauphine et par le réseau que j'avais, beaucoup dans l'écosystème startup entrepreneurial. Et donc, je suis à Dauphine dans les jurys, tu vois, d'incubateurs, etc. Je participe à pas mal de sujets, de projets. Et assez rapidement aussi, en fait, je me retrouve à bosser à l'ordre des experts comptables. Donc voilà, qui est l'entité qui est responsable des experts comptables sur la partie régionale. Donc il y en a un peu partout des experts comptables. Et là-dessus, en fait, je travaille avec un ami sur toute la partie innovation numérique digitale. Et en gros, il m'avait mis ce qu'ils appelaient président du comité numérique, globalement. Et tu te retrouvais et je bossais avec lui sur tous les projets innovation. Et donc, assez rapidement, je monte 2 projets d'innovation. Tout ça de façon bénévole à chaque fois. C'était donc une plateforme qui référence tous les outils tech à disposition des experts comptables. Donc, ça s'appelle la plateforme des outils numériques, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et je monte ça. Et donc, en fait, de 2016 à 2020, je bosse à l'ordre des experts comptables.
Et je monte aussi un accélérateur, parce que j'étais dans l'écosystème startup. Et donc, je me dis, il faut qu'on, l'ordre des experts comptables, crée un accélérateur. Et donc, je monte le premier accélérateur de l'ordre des experts comptables, qui existe toujours aujourd'hui. C'est cool, qui s'est bien développé, ou qui a accompagné pas mal de startups. Mais au début, je suis parti création Xnio tout seul en montant cet accélérateur qui m'a pris beaucoup de temps. Et c'était très cool. Et donc, je faisais ça. Et donc, effectivement, j'étais vraiment dans l'écosystème startup. Donc, 2016. Et je me dis, moi, en fait, c'est sûr, expert comptable, c'est très cool, tu vois, il y a plein de choses qui sont très positives, mais moi je sens que là il faut que je fasse un projet tech, il faut que je fasse un projet startup. Et j'avais détecté aussi à ce moment-là qu'il y avait un vrai sujet sur les freelances indépendants. Donc j'essaie de monter un projet, la jeunesse d'Acasy, ça s'appelait Compta VTC. J'ai essayé de faire un projet pour les VTC, pour automatiser la compta et la fiscale des VTC, qui venait, tu sais, c'était 2015-2016, donc exactement. Ça marche pas trop, c'est un peu bancal et tout, etc. Donc je me dis, c'est pas très pertinent. Et donc je pars pour me dire, en fait, je comprends rien à la tech et tout, etc. C'est assez compliqué. Il se trouve qu'à ce moment-là, des gens que j'apprécie beaucoup, qui étaient aussi des clients, qui s'appellent Le Wagon, qui étaient les fondateurs du Wagon, que j'accompagne aussi en tant que commissaire aux comptes sur différents sujets, me disent, mais viens faire notre formation 2017. Donc on était vraiment dans la hype du Wagon à ce moment-là. Et je me dis, mais en fait, moi, je suis pas ingénieur de formation. Là, vous allez me mettre 2 mois et demi devant un écran noir à faire du code. Il me dit, mais si tu pars sur un projet tech, tu vas devoir recruter des techs. Il faut que tu comprennes comment ça marche, quoi. Et en vrai, c'est vrai que c'était leur force à ce moment-là. C'est que c'était quasiment les seuls. Ils ont démocratisé cette partie formation. Le parti bootcamp où en mode en 9 semaines, ils te mettent dans un écran noir, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Et du coup, je suis allé faire Le Wagon en 2017 avec le projet Acasy. Je me disais, j'y vais pour créer du coup Acasy directement. C'était ça mon objectif. Donc dès le premier jour, j'ai dit, moi, je suis pas là pour être développeur. Moi, je suis là pour monter Acasy. Voilà, c'est quoi mon projet en tête. Et tu as réussi avec Le Wagon à développer, on va dire, un MVP, une V1 qui était fonctionnelle, ou il te restait de. Non, c'était bancal partout, parce que dans ton wagon, tu dois faire ce qu'on appelle un projet de fin de batch. Et donc, tu avais ce truc de. Ouais, tu devais faire ton MVP, qui était le projet Acasy. Tout était fake et tout, etc. On t'aidait, mais c'était assez marrant, tu vois, de voir. C'était des maquettes Figma ou c'était Non, il n'y avait même pas Figma à ce moment-là, tu vois. Donc, c'était même pas des maquettes Figma, c'était des trucs qu'on devait nous designer. Et donc, on essayait de monter des blocs, c'est derrière, on faisait tourner du Rails, etc. Des consoles, c'était assez drôle. Et du coup, je rencontre d'ailleurs des gens là-bas, David et Sébastien, qui m'ont rejoint en fait par la suite dans le projet Acasy. Alors, pas complètement tout de suite pour les deux. David, il m'a rejoint assez vite, c'est un peu plus tard. Et eux, c'est des profils plutôt tech. Et c'était des plutôt tech, effectivement, qui étaient vraiment en reconversion pour être full développeur. Et je leur dis, moi, je fais le projet Acasy. D'ailleurs, c'est sur YouTube, il y a la démo du batch 83, tu vois. Aujourd'hui, il y a plus de, 2000 batchs ou 3000 batchs, je sais pas combien de promotions, tu vois. On était le batch 83 à l'époque. Et je pitch justement Acasy, l'idée que j'en avais d'Acasy, qui était de dire, on va récupérer de façon automatique tous les flux financiers, on va les connecter. Ensemble, on va faire en sorte d'automatiser toute ta gestion comptable et fiscale, te donner une information en temps réel sur ce que tu vas payer en termes d'impôts. Et donc, de façon un peu technique, on partait sur automatiser la comptabilité d'engagement, là où il y avait la plupart des acteurs qui faisaient ce qu'on appelle la compta de trésorerie. Et nous, en gros, l'idée de départ, c'était de dire, qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est de dire quand tu es un indépendant et tu as 100 000 euros sur ton compte, quand tu es en URL, en SASU, combien, en fait, il en reste pour toi à la fin, une fois que tu as payé ton impôt, ta TVA, tes cotisations sociales. Et c'était ça le pitch de départ, tu vois. Voilà. Et donc, tu fais Le Wagon. Ça, c'était quoi, 2017 2017, ouais. Donc, tu finis Le Wagon, tu arrives avec un MVP d'Acasy. C'est quoi ensuite les next steps? Comment ça en gros, prend petit à petit? Comment ça prend? Du coup, début 2018, donc David me rejoint dans l'aventure. À ce moment-là, j'avais un autre ami qui s'appelait Tom qui vient aussi filer un coup de main sur la partie design, créa, etc., qui était un DA, et donc qui nous aide un peu sur là-dessus. Mais on se dit avec David, go, David, voilà la feuille de route, voilà ce qu'il faut développer en mode un peu quick and dirty, quoi. C'était ça un peu le sujet. Et on verra jusqu'où on arrive, quoi. Et donc à ce moment-là, on essaie de le développer. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc moi, j'avais toujours mon cabinet d'expertise comptable à côté. Donc je fais des missions. J'avais 2-3 personnes qui bossaient pour moi. En fait, tout le cash que je gagne de l'expertise, je l'injecte dans le projet Acasy pour payer d'autres freelances qui viennent nous aider, qui viennent nous filer un coup de main. Il y a Seb qui nous rejoint aussi, donc du coup avec qui on était au wagon, qui rejoint aussi l'aventure à ce moment-là. Et donc on se retrouve à 3-4 dans les bureaux. Et on dit go, on essaye d'essayer d'aller le plus loin possible dans l'interface, voir si on est bloqué à un moment donné et si on arrive à avoir un peu MVP. Ça prend quasiment 6 à 9 mois d'avoir vraiment un truc fonctionnel qui marche. Et là à ce moment-là je me dis il faut le vendre, là faut qu'on mette les premiers clients et on va les facturer tout de suite. Et donc j'avais plein de gens que je connaissais autour. En fait, j'avais déjà pris en tant qu'expert comptable des clients freelance indépendants. J'accompagnais principalement des startups, mais j'avais pris aussi les gens qui montaient leur holding de conseil, les gens de management fees, des choses comme ça. Enfin bref, je les avais tous pris pour justement les mettre en test sur Acasy. Et donc, on met les premiers clients en test
fin 2018, quoi, globalement, au cours entre le 3e et 4e trimestre. Et on voit que ça. Voilà. Alors, il y a plein de bugs et tout, mais ça mord un peu, quoi. Ça mord un peu. Au même moment, je fais un bref passage chez The Family. Voilà. Ok. Donc, assez marrant, mais ouais, on le voit pas trop dans l'aventure d'Akazi, mais en fait, si, j'ai passé 6 mois à The Family à faire pas mal de fêtes avec eux. C'était très cool sur la partie fête. C'était moins cool sur la partie accompagnement et tout. Bah, c'était un moment où ils étaient vraiment au max de la hype et donc, du coup, ils géraient plus grand chose en termes d'accompagnement. Et comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait un accompagnateur par secteur? Je sais pas, quand tu fais. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y avait surtout de la mise en relation, des intros. Ok. Et en fait, ils avaient tellement de monde que c'était compliqué pour eux de gérer. Donc c'était cool. Je faisais de temps en temps des points avec Oussama où il me disait voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc c'était assez marrant parce que il te racontait plein d'anecdotes de partout et lui, il déteste la compta et la fiscale, tu vois. Donc il me dit ouais, t'as un truc de ouf à faire là-dedans, faut que tu continues et tout. Mais bon, il n'y avait pas forcément un accompagnement hyper quali, poussé. Il y avait beaucoup de monde. En fait, il s'occupait principalement de faire de la mise en relation. Ok. Et donc, c'était cool parce que du coup, j'ai fait plein d'intros avec plein de boîtes d'autres entrepreneurs. Donc, en vrai, c'était ça principalement leur force. Hein. T'avais quand même un peu tous les entrepreneurs du moment qui étaient au même endroit. Ouais, la vibe, et ça donc, pousse, c'était ça. les intros qui pouvaient être C'est ça. Et il y avait plein d'intros. Donc, c'est très cool. Donc, en fait, du coup, tu discutes avec tout le monde. Et ça, puisque je faisais alors des experts comptables, en fait, j'ai pu rencontrer toutes les équipes fintech qui se montaient à ce moment-là. Ok. Tu vois, avec les équipes de Spendesk, de Mooncard, de GNG, les équipes. Même Conto et Shine, très tôt, je les ai rencontrés en fait très vite, tu vois, où ils étaient au démarrage. Ok. Donc, en fait, j'essaie de m'inspirer de tous ces gens-là directement. Et bon, du coup, The Family, on n'a pas poursuivi l'aventure avec eux. Mais en vrai, voilà, en vrai, ils ont vraiment démocratisé, tu vois, le truc d'entrepreneuriat et le fait de se faire rencontrer tout le monde au même endroit. C'est vraiment très cool. Et donc là, tu vois, 2019 se passe. Et là, j'arrive dans le creux de la vague. En mode, j'ai mis beaucoup d'argent dans le projet, entre guillemets, tout ce que j'avais à l'époque. J'ai autofinancé, bootstrap. On a, je sais pas, genre 100 clients. Ok. Et donc, en fait, tu vois, donc des, on va dire, indépendants. Que des indépendants freelance, donc des gens qui sont en EURL, CSU, en entreprise individuelle, qui payent un abonnement autour des 100 € par mois, quoi, globalement. Et je me dis, ok, en fait, ça mord. On est en 2019 et en fait, j'ai toujours pas levé de fonds. Ça commence un peu à bouger pas mal dans l'écosystème. Je me dis, ok, en fait, il faut que j'aille lever des fonds parce que de toute façon, moi, j'ai plus de cash. Ça marche plus. À ce moment-là, la boîte, elle a failli aller dans le mur. Mais donc, on fait quand même. Positionnement ou parce qu'il n'y avait plus de cash. Parce qu'il fallait juste du cash. En fait, ça coûte cher. Même si il y avait des freelances qui bossaient, etc. En fait, ça coûte cher de développer un outil. En fait, vouloir automatiser la comptabilité, c'est une chose. Mais automatiser la fiscalité, la comptabilité et la comptabilité d'engagement, en fait, c'est des moyens colossaux. Mais j'avais sous-estimé complètement l'ampleur de la tâche, quoi. Où je m'étais dit, ça va me prendre 2-3 mois. En fait, ça faisait déjà. Ouais, ça se finit jamais. Et puis, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des bugs, il y a toujours des trucs que tu as oublié de mal designer au début, etc. Donc, c'était vraiment. C'était compliqué. Et donc, à ce moment-là, on a failli aller au tapis et c'était un peu compliqué. Je vais faire d'autres missions de conseil pour essayer de retrouver plus de cash directement. Donc, je bosse vraiment pas mal jour et nuit. J'ai mon premier enfant, mon premier fils au même moment, en 2019. Donc, sport. Là, ça commençait très chargé, très sport. Et du coup, début 2020, je me dis, ok, je pars. Le fait de faire de passage chez The Family, que du coup, ça commençait à bouger quand même pas mal dans l'écosystème tech, que j'avais quand même des bonnes intros un peu partout. On est approché par pas mal de fonds d'investissement à ce moment-là, qui veulent mettre du cash. Et donc, on rencontre un peu tout le monde. Donc, on se dit, ok, très cool. Et je me dis, Banco, c'est trop cool. En fait, tu as déjà des fonds d'investissement qui te contactent. J'organise mon roadshow. Tout seul parce que je vois bien comment ça fonctionne. J'avais déjà fait de l'accompagnement sur ces différents sujets. Et je pars en roadshow en janvier-février 2020. Du coup, si tu comptes le timing, c'était le plus mauvais timing pour partir en roadshow puisque tu as le Covid qui est arrivé 3 semaines après. Ouais. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et donc, effectivement, Covid qui arrive 15 jours, 3 semaines après du démarrage du roadshow et tous les fonds qui disent on coupe, on arrête les discussions directement parce que on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Et il y a 2-3 fonds qui disent non, mais ok, nous, on veut poursuivre. Donc, c'est des gens que je l'ai rencontrés une fois en physique. Et après, tout le reste du temps, c'est que de la visio. Suite à The Family ou rien à voir? Non, rien à voir. Comme ça, en fait, on avait été détecté dans des écosystèmes ou autres, et donc les gens nous ont vus. Et donc, on se retrouve à faire. Je me retrouve en fait à faire le roadshow. Ouais. Toutes les équipes en visio, donc on n'avait pas trop de sujets parce qu'on était complètement remote et tout. Mais tout le roadshow en visio, j'étais avec mon fils, pas de garde, etc. Bref, ça a été 4 mois hyper compliqués de février à juin. Mais finalement, il y a un fonds avec qui ça marche très bien. Et en fait, un des partenaires avec qui je m'étais très bien entendu, qui est Daniele Genovesi, qui fait confiance au projet et qui dit ok, go, on y va. Et ils mettent 2 millions d'euros dans l'aventure à ce moment-là, en juillet 2020. Okay. Et on part là, du coup, avec un vrai projet, avec une reco qui est de recruter une vraie équipe tech. Et donc, du coup, là, on recrute un top CTO qui s'appelle Mathieu Sanchez, qui est toujours dans l'aventure aujourd'hui et qui fait d'ailleurs des podcasts, qui fait beaucoup de contenu. On pourra parler de stratégie de personal branding. Mais ça marche bien, ce qu'il fait depuis
Depuis, voilà, ça fait 6 ans qu'il est avec nous. Et lui, il arrive pour monter une vraie équipe tech. Il repart du zéro, enfin, il repart pas de zéro, mais il dit, OK, faut quand même revoir beaucoup de choses parce que là, votre produit, il est pas scalable. Avant, il avait fait d'autres grosses boîtes. Ouais, il avait fait d'autres grosses boîtes. C'était un profil plutôt, il a fait prépa, ENSTA, donc c'est l'école d'application d'informatique polytechnique. Et master en recherche intelligence artificielle aussi également. Et il a passé par des grosses boîtes, Air France, Renault. Et il voulait avoir un projet startup où il partait, tu vois, sur un truc entrepreneurial, quoi. Donc très cool. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a fait l'entrepreneuriat avec les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, mais ça a vraiment démarré en 2020, quoi. En fait, avant, c'était vraiment très, très bootstrappé à l'arrache dans tous les sens. Et là, on s'est dit, OK, vas-y. Et puis là, du coup, en fait, on a eu du cash pour recruter une vraie équipe. Après, avec toutes les erreurs qu'il peut y avoir en termes de recrutement, de structuration, où tu pars, on était 3-4, et là, tu vois, on est 35 avec tous les hauts et les bas qu'il peut y avoir depuis ce moment-là, quoi, depuis 5 ans, quoi. Après, en général, quand tu lances ta boîte, peut-être dans les années 2000, fin 2020, début 2021, où tu pouvais, je pense, lever avec pas grand-chose. Mais moi, je voulais pas lever des fonds avant 2020, mais j'imagine avant, c'était pas aussi facile qu'en 2021. Il fallait quand même un peu de traction, etc. Et je pense que quand tu crées une boîte, dans tous les cas, au début, il faut montrer un peu de traction, il faut essayer de bidouiller à gauche, à droite pour développer. Donc, c'est ça, pas vraiment le choix. Non, t'as pas vraiment le choix. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, levée de fonds fin 2020, 2 millions d'euros. Ensuite, vous relevez des fonds, vous êtes toujours avec cette levée, vous avez... Non, alors on continue, mais sauf qu'une levée de fonds, généralement, ça dure 18 à 24 mois. Du coup, 2022, on se dit, OK, c'est bon, en fait, on a fait des erreurs, mais en fait, on voit qu'il y a encore des coups à jouer, il faut aller un peu plus loin. Et en fait, à ce moment-là, 2022, du coup, on était sur fin 2021-2022, il y a un peu du grand n'importe quoi qui se crée en termes de bulles, etc. Et là, on est approché par plein de fonds anglo-saxons qui me contactent dans tous les sens et tout, etc. On se dit, bon, OK, on va discuter. On n'a pas forcément besoin autant de cash, mais OK, on va discuter pour faire une levée. Et là, il y a plein de fonds anglo-saxons qui me contactent, qui me disent, attends, 5 millions, c'est pas assez, il faut mettre 10, il faut mettre 15, il faut mettre 20 et tout. Là, je fais, wow, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je prends une banque d'affaires pour m'accompagner sur le truc parce que je sens que ça commence à être trop gros pour moi le process, et en fait j'avais trop de choses à gérer, et donc surtout en 2022 j'ai mon deuxième enfant qui naît aussi, tu vois, donc mars 2022, donc ça commence à faire beaucoup, et donc je me dis OK, on va dire go, on part sur une grosse levée pour essayer de voir, et du coup on part en levée mars 2022, mai 2022, guerre en Ukraine. Donc tu vois, j'ai encore le sens du timing, et là du coup tous les fonds se rétractent. Sauf que quand tu sais que tu as plein de fonds qui t'approchent et que tu te dis que c'est bon, tu commences un peu à accélérer plus en termes de cash, en termes de recrutement. Et là, du coup, tu te retrouves en difficulté, quoi. Parce que du coup, en fait, t'es à court de trésor. Et donc, du coup, on refait un appel à notre investisseur actuel qui remet en fait 2 millions d'euros à ce moment-là dans l'aventure, pour nous permettre de reprolonger le projet. Mais on n'était plus du tout sur les mêmes montants. C'était pas 20 millions, c'était 2 millions. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait à ce moment-là, quoi. Directement. Voilà. Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, voilà, c'était toujours le off, quoi. Exact. Et nous, on s'est un peu connus via la création de contenu. Moi, je crée pas mal de contenu sur les réseaux, et je t'avais découvert sur ta création de contenu, notamment sur Instagram. Je crois que tu fais Instagram, TikTok, sur les réseaux. Et ce qui m'avait fait un peu marrer, c'est que ton nom, c'était sur les réseaux, c'était le vrai Jonathan Cohen, par rapport, j'imagine, aux comédiens. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur ça? J'imagine il a dû t'arriver pas mal de choses. Ouais. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, dans la stratégie d'acquisition d'Akazi, de comment on se fait connaître auprès de l'écosystème des freelances indépendants, on testait des choses avec un budget assez limité parce qu'on a des concurrents mais qu'on levait énormément d'argent, en dizaines de millions, et donc c'est pas la même chose en termes de force de frappe, et on essayait d'être un peu malin sur la partie de stratégie et d'acquisition. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, tu vois, fin 2023, début 2024, OK, il y a un coup à jouer sur la partie personal branding. Donc on se donne comme mission de lancer une stratégie de personal branding. Parce qu'on se dit OK, c'est peut-être ça il y a un coup à jouer, ça peut marcher directement. Donc moi j'avais pas de compte Instagram, rien du tout, j'étais pas sur TikTok, tous ces trucs là et tout. Je me dis OK, je commence à regarder un peu comment ça marche. On se dit OK, faut qu'on trouve une agence qui nous accompagne sur les vidéos et on va faire du format short, parce que du coup il y avait personne qui avait vraiment fait de format short sur notre domaine. Il y avait des formats longs sur YouTube, etc., mais format short il y avait pas. Et donc on se dit OK, il y a peut-être un coup à jouer. Moi je vais aller voir comment ça marche. On trouve une agence, on dit OK, voilà, je vais faire du format short, 30 à 60 secondes, je vais arriver avec des concepts et je vais les décliner de façon très courte, quoi. Et on commence à se lancer. Et donc, pour me lancer, je me dis, Jonathan Cohen, je vais créer un compte, j'essaie de voir comment je peux créer. Et en fait, j'en avais effectivement marre un peu en termes de référencement, de projet, et où parfois, quand je me déplaçais un peu partout, dans les hôtels, quand je faisais des résas, où les gens disent, et en fait, tu vois, il y a des gens que Jonathan Cohen, ils connaissent bien, ils se disent, mais j'ai un médecin, et que Jonathan Cohen, j'ai un dentiste, etc. Bref, les gens se disent que c'est bon, c'est un nom qui est quand même un peu commun, on va dire. T'en as beaucoup des Jonathan Cohen, mais dans certains coins de régions françaises, des gens connaissaient que Jonathan Cohen l'acteur, donc ils s'attendaient à me voir en acteur.
Et je dis non, lui c'est le faux et moi je suis le vrai, tu vois. Donc à chaque fois je faisais la blague. Et du coup j'ai dit ok, bah, je vais créer un compte Instagram, TikTok, etc. Je vais m'appeler Jonathan Cohen le vrai, Ok. tu vois. Et comme ça lui c'est le faux, même s'il est un peu plus vieux que moi. Mais voilà, c'était ça la blague. Et donc ça a commencé comme ça. Et j'ai créé donc effectivement ces comptes sur les différents réseaux. Et en fait ça a cartonné en termes d'audience, d'explosion, de communauté. On a fait des vidéos à des millions de vues sans absolument rien sponsoriser. Et en fait le contenu comme ça, format court sur des problématiques techniques, comptables, fiscales, il n'avait pas de pro, tu vois, directement. Ouais. Il y avait des choses qui se faisaient sur l'éducation financière. Donc après, effectivement, j'ai découvert les différents acteurs. Bah, c'est comme ça aussi, on s'est rencontrés. Je me suis dit, ok, je vais aller regarder je découvrais cet écosystème de création de contenu, quoi, que je connaissais pas du tout, quoi. Moi, je connaissais les créations de contenu dans la food ou, tu vois, ou dans la beauté, la mode et les voyages, tu vois. Mais je me dis, ah ouais, en fait, il y a toute une sphère d'éducation financière. Et j'ai dit, ok, il y a des gens, ils prennent des plis sur la partie conseil en placement, en financement, en éducation perso, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, je vais aller donner des tips sur l'optimisation fiscale, la comptabilité, tu vois, un peu les trucs directement. C'est comme ça que s'est fait Jonathan Cohen le vrai sur les réseaux sociaux. Et donc après, sur les anecdotes avec Jonathan Cohen en tant que tel, j'en ai eu pas mal jusqu'à être même casté par une agence de mannequins. Et donc je me suis dit, putain, génial, je me fais chasser par une agence de mannequins. Et donc je me dis, trop cool et tout. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas du tout pour moi qu'ils viennent me chasser. C'est en fait, ils me disent, on cherche un homonyme de Jonathan Cohen parce qu'on est mandaté par l'agence Buzzman pour faire une pub avec un homonyme. Et donc du coup, on discute pas mal de temps et finalement, ça se fait pas. Pour plein de raisons. Moi, j'ai pas suivi, tu vois, mais du coup, je suis allé assez loin dans le process avec eux où ils m'ont dit voilà, on va faire croire que t'es l'homonyme, enfin, t'es Jonathan Cohen. Est-ce que tu t'appelles vraiment Jonathan Cohen? Je dis oui, vraiment. Et en fait, quelques temps après, j'ai appris que Buzzman a fait une pub pour Boursorama avec Jean Dujardin. Et il y a eu un peu une tête d'un mec qui s'appelait Jean Dujardin. Et c'était un peu le parallèle sur Boursorama en disant voilà, même si vous êtes Jean Dujardin, on vous accepte chez nous, tous les gens du jardin, etc. Bref, et ils ont fait un parallèle entre un mec qui s'appelle vraiment Jean Dujardin et Jean Dujardin. Voilà. Mais à la base, le premier acteur qui devait être retenu, c'était Jonathan Cohen. Ok, sacré anecdote. Et je crois elle avait été vraiment beaucoup diffusée, cette pub, je me souviens. Ouais. Maintenant, pour revenir un peu sur Akazi, au début, donc, vous êtes parti niche freelance indépendant. Est-ce que vous avez voulu élargir cette niche? Vous êtes toujours ciblé à votre... Non, vraiment, on a la conviction que c'est là-dessus qu'on veut rester. Tu vois, sur l'écosystème de freelance indépendant qui grossit beaucoup, qui se développe. C'est un gros marché en France et que je considère qui est mal adressé par les experts comptables traditionnels parce qu'ils n'ont pas forcément les bons outils. Comment ça se fait directement. Un expert comptable traditionnel? Comment il va l'accompagner, le freelance indépendant? L'expert comptable traditionnel, lui, par définition, généralement, il est généraliste. Il accompagne tout type de clients, donc des PME, des industries, des boulangeries, des pharmacies. Il est très généraliste sur son accompagnement, des dentistes, des médecins, tout ce que tu veux. Et il a aussi des consultants, des freelances indépendants. Et donc, il a un outil qui l'accompagne là-dessus en termes de projet de gestion. Tous les outils du marché, tu vois, qui peuvent exister. Donc, des Cegid, des Sage, des Penny Lane, des Full, tout ce que tu veux directement. C'est des outils qui sont généralistes, qui ne sont pas adaptés aux besoins, tu vois, de ta cible. Et donc, c'est des outils qui doivent servir tout type de clients. Donc, nous, l'idée, c'était qu'on développe notre propre outil en interne, qui est calibré pour les besoins des indépendants. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour calibrer ça? C'est qu'on est les seuls aujourd'hui sur le marché à te mettre visuellement exactement en temps réel combien tu vas payer d'impôts, donc d'impôts sur les sociétés, de TVA et de cotisations sociales sur ta boîte, quelle que soit ta structure et ton régime d'imposition. Est-ce qu'il y a des timelines, tu sais que dans X jours, exactement, tu vas avoir exactement, c'est ça. Et on fait donc toute la partie prédictive et prévisionnelle de trésorerie. Tu as un calendrier sur des 6 à 12 mois en disant voilà ce qui va se passer en termes de décaissement de flux directement. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, l'indépendant, le freelance qui est le consultant qui est tout seul dans sa structure, en fait, lui, ce qu'il veut savoir, c'est ok, j'ai 100 000 euros sur mon compte bancaire, 50 000, 100 000 euros, mais en fait, combien il me reste à moi une fois que j'ai payé l'impôt, la TVA, les cotisations sociales, sans demander de faire une situation intermédiaire que l'expert comptable dise attends, on va arrêter les comptes, on va dire exactement à n'importe quel moment. Nous, il l'a tout le temps en temps réel. Et donc derrière, tu déportes tout l'accompagnement et le sujet et le besoin sur la partie conseil, vraiment, qui est de l'optimisation de la rémunération. Est-ce que j'ai le meilleur statut pour me rémunérer? J'ai du cash de dispo, j'ai 100 000, mais je vois qu'en fait, j'ai 50 000 de trésor dispo, qu'est-ce que j'en fais? Et donc, c'était ça l'idée, c'était de dire bâtir un outil suffisamment solide et costaud pour te permettre de te concentrer sur toute la partie conseil, accompagnement, entre guillemets, coaching de ton activité. Et donc, c'est pour ça qu'on se focalise que sur les indépendants, les consultants, les prestataires de services, les gens qui ont des holdings aussi également personnels, mais qui sont vraiment leur problématique, c'est de dire ok, trop bien, est-ce que j'ai vraiment le meilleur choix du statut juridique fiscal et qu'est-ce que je fais après de ma trésorerie? C'est quoi les montages possibles d'optimisation? Et en fait, on se focalise vraiment sur les indépendants parce qu'après, si on prend d'autres boîtes, c'est pas les mêmes besoins. Il y a une logique de gestion aussi après des salariés qui est pas la même chose. Tu vois, il y a des besoins d'accompagnement sur la partie sociale. Et du coup, tu te retrouves souvent aussi à décorréler
l'associé du dirigeant. Enfin, tu vois, il y a le représentant légal, il y a le dirigeant de la société, mais les associés sont pas les mêmes. Là, en fait, nous, nos clients, c'est le dirigeant et l'associé, tu vois, directement. C'est ça la particularité, quoi. Et est-ce que pour les boîtes les plus grosses, comme ils ont peut-être un service financier qui va gérer toute cette partie, votre grosse valeur ajoutée, on a moins besoin pour ces boîtes. Exactement, enfin, c'est moins pertinent. Puis en fait, surtout, ils ont besoin d'un autre outil, généralement, différent. Et nous, on a vraiment calibré l'outil pour les indépendants, quoi, les freelances indépendants. Ok. Est-ce que vous accompagnez un indépendant à créer sa boîte, il vous rejoint, ou vous accompagnez dès la création, vous allez lui dire, pour toi, c'est peut-être mieux, je sais pas, faire que micro-entreprise, vu ce que tu veux faire, ou URL, SASU. Vous accompagnez à partir de où? On accompagne on va dire, je vais dire de la vie à la mort, mais en fait, c'est un peu ça. Mais c'est de la création de la société jusqu'à la liquidation, le cas échéant. Et donc, du coup, on a monté une brique Legal Tech qui permet d'automatiser la création de société et surtout l'accompagnement. Parce que voilà, ce qu'on reproche aux Legal Tech et ce que je leur reproche aussi, c'est que, tu vois, ils ont essayé de faire ça comme une commodité, de dire, OK, n'importe qui peut créer société hyper facilement en ligne. Oui, c'est tout à fait d'accord, mais c'est juste qu'en fait, tu ne poses pas les bonnes questions. Est-ce que j'ai vu plein de gens créer des SASU et que c'est absolument pas adapté, etc. En fait, si tu cliques partout sans vraiment savoir comment ça marche, et comme ils sont pas experts comptables ou avocats, ils peuvent pas faire de conseils sur la partie création. Et donc, alors qu'en fait, c'est hyper important de challenger la structure que tu as choisie en fonction de ta situation, les options fiscales, est-ce que tu te mets à l'IR, est-ce que tu te mets à l'IS directement. Voilà. Même s'il y a toujours des bonnes pratiques et des grandes tendances qui se dégagent, et du coup, tu sais que globalement, c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, c'est là-dessus où on a voulu se différencier, dire OK, on monte une brique Legal Tech, mais avec toujours un accompagnement. Dans les 35 personnes qu'on a, on a 15 personnes aujourd'hui qui sont des experts comptables, juristes, fiscalistes en interne, qui accompagnent, tu vois, les 2000 clients qu'on a accompagnés. Voilà, il y en a un tiers qui vient de la création de société, c'est des gens qui ont créé leur société avec nous. Et les 2 tiers, effectivement, c'est des gens qui avaient déjà leur société, qui étaient chez des experts comptables traditionnels en ligne et qui nous ont rejoints ensuite. Ok, et pour quelqu'un qui souhaite créer sa boîte, pour toi, ce serait quoi les grandes best practices entre EURL, SASU, micro-entreprise? Pour toi, ce serait quoi les bonnes practices assez générales? Ouais, bah, tu as toujours effectivement des cas particuliers, mais il y a quand même des tendances qui se dégagent. Et donc voilà, par rapport à ce que je disais juste avant, je disais, bon, en fait, faut pas faire n'importe quoi et tout, mais en fait, c'est une question d'éducation. Le gros du sujet, c'est en fait expliquer à chaque fois comment tu sors du cash de la structure. En fait, c'est ça la grosse interrogation. Et quand tu pars encore une fois, sur des indépendants, des freelances, c'est ça leur principale interrogation, tu vois. Il y a la question effectivement des frais, du chiffre d'affaires. Donc là, tu expliques la différence entre le régime réel et les régimes micro. Assez facilement, tu te rends compte que le régime micro, il est pas adapté pour très peu de personnes, tu vois, globalement. Et pourquoi? Donc, en fait, parce que par définition, c'est ce qu'on appelle un régime micro où tu déduis pas réellement tous tes frais. C'est un espèce d'abattement forfaitaire qui vient comprendre tous les frais que tu pourrais avoir, dont les cotisations sociales que tu payes directement sur ta chiffre d'affaires. Donc ta base d'imposition, c'est le chiffre d'affaires et jamais le résultat réel de ton activité. Et d'ailleurs, c'est un statut qui n'est pas évolutif, qui ne permet pas de faire d'optimisation, pas de placement de trésorerie, pas de montage holding, pas d'investissement ou de quoi que ce soit, parce que par définition, ta base, c'est le chiffre d'affaires et tout ce que tu gagnes est imposé sur une année. Il n'y a pas d'optimisation à mettre en place, de décalage de revenus, ça ne marche pas. Et donc, il est adapté au démarrage si tu veux vraiment tester quand généralement tu es salarié. C'est d'ailleurs, c'était ça la raison d'être du régime quand il a été créé en 2004. Tu vois, c'est Hervé Novelli de mémoire. Ouais, c'était ça, Hervé Novelli, 2004. Et donc, il a été fait pour que les gens qui étaient en salarié, au lieu de facturer au black, aient un statut qui leur permet de les couvrir directement. C'était ça l'intérêt du régime. C'était pas un statut qui était fait pour exercer à temps plein sous ce format-là, tu vois, directement. Donc après, on avait mis d'ailleurs un plafond très bas qui était à 30 000 euros. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que jusqu'à 30 000 euros, une micro-entreprise, oui, c'est pertinent de chiffre d'affaires. 30 000 euros de chiffre d'affaires, une fois que tu as payé des charges sociales, t'es pas loin du SMIC, en fait, globalement. Donc, c'est-à-dire que ça te permet de tester ton activité. Mais quand tu payes des frais, quand tu payes des charges et tout, en fait, à la fin, il te reste plus rien. Et donc, après, on a augmenté les plafonds, les éléments, mais en fait, tu te rends assez vite compte que quand tu te rapproches des 60 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, en fait, la structure, elle n'est pas assez adaptée. Tu payes trop d'impôts sur le revenu, trop de cotisations sociales par rapport au résultat réel de ton activité. Et donc, généralement, l'arbitrage, il se déporte très souvent entre EURL et SASU. C'est là, en fait, où principalement où il y a un... Comment dire en tout cas, c'est la question principale que se posent les gens. Est-ce qu'il y a pas une autre forme, c'est que EURL ou SASU? Il y a des gens qui font deux choses un peu plus... Non, il y a des gens qui font quand ils sont tout seuls, ils peuvent faire des entreprises individuelles, donc, qui est la forme principale de la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est un sous-régime de l'entreprise individuelle. Donc, tu es entrepreneur individuel, c'est-à-dire que tu es en nom propre. Il n'y a pas de personne morale. Tu ne crées pas une société qui est distincte de ta personne. Et donc, mais généralement, ce n'est pas adapté parce qu'encore une fois, ce n'est pas évolutif pour plein de sujets, etc. Sauf si tu es contraint par un contrat commercial ou par des obligations liées à ta profession où tu n'as pas le choix d'être entrepreneur individuel. Mais sinon, en fait, la plupart des gens font des EURL ou des SASU, tu vois, directement. Et même les professions réglementées, tu vois, qui ont
ils doivent créer des SEL, des sociétés d'exercice libéral, ils font des CELAR-LU ou des CELASU, tu vois, globalement, c'est un peu ça le sujet, quoi. Donc, je me lance l'arbitrage, c'est EURL, SASU. Et en fait, la grosse distinction, c'est voilà, est-ce que tu as besoin de te rémunérer, oui ou non? C'est ça, en fait, le gros du sujet. Et à partir du moment où tu as besoin de te rémunérer, c'est là où tu fais la distinction entre le URL et la SASU. Globalement, quand tu sors de cash d'une SASU, tu as besoin de le sortir. Tu n'as que deux possibilités quand tu es tout seul. Hein. Soit tu le sors par un salaire de président, c'est le nom du représentant légal d'une SASU, soit tu le sors en dividende. Quand tu le sors avec un salaire de président, quand tu touches, je sais pas, 3 000 euros net, bah, ça revient 6 000 euros à la structure. Tu payes le double en termes de cotisation sociale, salariale, patronale. Et après, tu peux te sortir des dividendes. Et je reviendrai peut-être sur l'explication de comment tu sors des dividendes, mais avant, tu payes l'impôt sur les sociétés directement. Donc ça, c'est le mécanisme de la SASU. Et en EURL, tu as effectivement deux possibilités de sortir de l'argent, soit en tant que rémunération de gérant, soit effectivement en tant que de dividende. La rémunération de gérant, quand tu es en EURL, ça suit un régime différent du régime des salariés, ce qu'on appelle le régime des indépendants. Le fameux statut TNS, travailleur non salarié. Et là, globalement, la protection sociale est différente et donc le coût de la protection sociale est moindre. Globalement, au lieu de payer, tu vois, on a dit 3 000, ça te coûte 6 000. Quand tu es en EURL, 3 000, ça te coûte 4 500. Globalement, on va faire simple. Tu as 50% de cotisation, c'est dégressif. On entend souvent 40, 45, mais quand tu es au régime des indépendants, tu as des plafonds 50, 30, 20%, et ce qui fait que tes cotisations sociales, elles sont dégressives. Globalement, la protection sociale est équivalente quand tu es en URL et en SASU sur la partie sécurité sociale, mais il y a des différences sur la partie retraite et prévoyance. Tu as un peu moins de couverture, mais tu sais que 1 euro au régime des indépendants est beaucoup plus efficace que 1 euro au régime des salariés. Donc certes, tu as moins de retraite, mais parce que tu cotises moins. Et donc, le statut de indépendant, gérant de URL, te permet quand même, quand tu dois optimiser ta rémunération et le placement et le cash, de faire beaucoup plus de disponibilité pour pouvoir faire ces investissements. Tu peux mettre ce qu'on appelle les fameux contrats PER, tu vois, d'optimiser, mais que tu prends en perso, avec des cotisations sociales qui sont déductibles de ton résultat fiscal. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux te rémunérer en indépendant, normalement, dans 99% des cas, c'est l'EURL qui est plus pertinente, même quand on fait des comparaisons avec des salaires dividendes, parce que les gens ont un peu oublié une chose, alors même, tout dépend la croyance que tu as dans le système social français, mais quand tu te verses une rémunération de gérant, tu finances ta protection sociale. Donc, tu finances des droits différés à la retraite et à la prévoyance. Quand tu prends des dividendes, tu vas payer peut-être ce qu'on appelle la flat tax par extrapolation, mais c'est les 12,8 plus la CGC1DS, les 17,2, les fameux 17,2 que tu payes, à aucun moment, ils te produisent des droits différés. C'est juste une taxe, en fait, supplémentaire. Sociaux, Donc voilà, tu les payes, même si ça s'appelle prélèvements sociaux, bah, c'est une taxe. Du coup, ça te finance rien à toi. Alors que cotisation sociale, ça te finance, ça t'améliore ta retraite et ta prévoyance directement. Donc c'est que très souvent, on a plein de gens qui créent des SASU. Alors après, il y a des particularités, mais alors en fait, ils devraient créer des EURL directement pour se rémunérer. Des EURL à l'IS en plus. Voilà. Et pourquoi, selon toi, la plupart des gens vont créer des SASU? Est-ce qu'il y a une fausse imagination de la SASU? Pourquoi? Ouais, bah c'est surtout ça. C'est sur ce. Alors, je l'ai encore eu, tu vois, aujourd'hui où on faisait un peu en formation avec des clients où ils sont convaincus. Ils me disent, ouais, mais en fait, en SASU, j'ai que 30% de flat tax. C'est ce fameux. Ils ont toujours entendu ça, ce 30% sur les dividendes. Alors que j'ai entendu, effectivement, en EURL, il y a des cotisations sociales. Et je paye aussi de l'impôt sur le revenu, donc je vois pas comment ça peut être plus pertinent. Les gens oublient toujours que avant d'avoir des dividendes, tu payes l'impôt sur les sociétés. Tu as toujours l'IS. Quand tu as des dividendes, tu as forcément eu de l'IS avant. Et donc l'IS, il est à 15% jusqu'à 40 000 euros, enfin 42 500 globalement sur les structures, les petites structures, petites entreprises, et après 25% au-delà. Et donc quand tu fais les calculs sur une base 100 et que tu enlèves effectivement ton IS, directement, bah, ta base, c'est pas 100. Tu vois, t'es sur 70, tu vois, globalement, ou un peu moins, un peu plus, tu vois. Et ensuite, tu vas payer ta fameuse flat tax des 30%. Donc, tu te retrouves effectivement à avoir, je sais pas, 50, tu vois, sur la base 100. Et dire, ouais, mais comparé à l'EURL, bah, c'est pareil parce que les cotisations sociales, elles sont prises en charge par la société. Donc, tu te retrouves à avoir pareil et ils disent, bah, dans ce cas-là, voire même, on te dit, t'as 48, tu vois. Ils disent, bah, j'ai 48 en EURL, j'ai 50 en SASU, c'est la SASU qui gagne. Ouais, mais d'un autre côté, tu as zéro droit, zéro protection sociale. Donc pas de retraite, pas de prévoyance. Et de l'autre, tu as financé ta retraite et ta prévoyance. Donc en théorie, il n'y a pas de débat. Et donc en fait, c'est souvent là-dessus, les gens partent sur une SASU, c'est parce qu'ils sont convaincus que les dividendes, c'est ce qui est le plus magique directement. Voilà. Donc, et très souvent aussi, en fait, pendant des années, il y avait un gros problème avec le régime qu'on appelle des indépendants. Donc la sécurité sociale des indépendants, qui était géré par des organismes, on va dire, qui s'appelait le RSI, donc le régime social des indépendants. Il y a eu plein de scandales où c'était très mal géré. Il y avait des décalages de trésorerie et les gens ont entendu vraiment des huissiers qui venaient tout le temps avec des erreurs et tout. Et donc ça, c'était. Bah, maintenant, le régime, il n'existe plus depuis, je sais pas, 10 ans. Et maintenant, c'est l'URSSAF, le même URSSAF des salariés qui gère l'URSSAF des indépendants. Donc c'est la sécurité sociale. Et en vrai, maintenant, c'est quand même très bien géré. Il n'y a plus tous les problèmes. C'est assez facile.
C'est juste que c'est un régime qui nécessite d'avoir un peu plus de suivi. T'as pas de bulletin de paye, donc tu prends de l'argent quand tu veux, et tu as un décalage quand tu payes tes cotisations sociales. Donc il faut faire très attention. D'où l'idée aussi d'Acasi derrière, de te dire montrer en temps réel le décalage. C'est-à-dire qu'en fait, le cash que tu as, attention, dans 18 mois, tu vas le donner au régime des indépendants. Tu vois. Voilà. Donc c'est ça où c'est aussi pour ça que les gens avaient un peu peur du régime de l'EURL par rapport à la SASU. Ok, je vois. Et est-ce qu'il y a des gens qui se disaient SASU, je vais peut-être me la mettre en forme de holding, comme ça je pourrais faire d'autres choses. Est-ce qu'il y avait ce sujet de la holding avec la SASU qui permet de faire plus de choses, ou aussi avec l'EURL, on peut aussi faire d'autres choses? Quand tu as une société holding, par définition, c'est son objet social, c'est son activité, c'est pas la forme sociale. Tu peux avoir une holding qui est en EURL, en SASU, en société civile, tu as des holdings patrimoniales qui peuvent se faire. Tu peux mettre des holdings en société, en communauté par action. Enfin bref, tu as tout type de. La forme juridique, elle n'a pas d'impact. L'intérêt de la holding, c'est que tu vas détenir des participations. Tu as généralement une structure qui gagne du cash, ou une ou plusieurs, et qui fait remonter le cash dans la holding et qui lui permet après de centraliser tous les investissements et d'optimiser. En gros, c'est des vases communicants. Le cash, il vient de la holding, enfin, il vient des sociétés qui gagnent de l'argent, il est injecté dans la holding quasi en franchise d'impôt. C'est pas magique la holding, hein. Ça te permet pas de pas payer d'impôts, parce qu'on le redit à chaque fois, les gens nous disent c'est génial, tu payes pas d'impôts dans une holding. Pas l'argent, toi, en personne physique. Tu payes pas l'impôt, c'est normal, parce qu'en fait l'impôt tu l'as déjà payé en dessous. Donc en fait ta boîte elle a déjà payé de l'impôt sur la société. C'est juste que lieu de te verser des dividendes à toi potentiellement ou une rémunération de salaire en personne physique, ça passe par une structure, donc on t'a mis ce qu'on appelle une quasi franchise d'impôt. Mais c'est toujours pas à toi en tant que personne physique. Pas à toi en tant que personne physique. Donc en fait tu l'as pas touché. L'intérêt c'est que tu capitalises et t'augmentes ta capacité d'investissement, quoi. Et donc après sur la forme sociale, ça peut être parfois des EURL, ça peut être des SASU, pas trop d'impact, même si effectivement aujourd'hui tu as quand même un peu un montage type qui se dégage, qui est d'avoir ta SASU en holding, ta structure de conseil ou ton activité d'exploitation en EURL. Du coup tu te payes en tant que rémunération de gérant, tu prends ce dont tu as besoin pour assurer ton train de vie, en fonction du résultat qui reste, tu payes de l'impôt sur la société et tu remontes tes dividendes à la holding. Exactement. Et c'est quoi pour une personne qui a une activité d'indépendant qui se passe bien, ça va être quoi un peu un montage où tu veux optimiser ton patrimoine en faisant l'IMO, un SASU, EURL, aussi SCI? Ça va être quoi les montages classiques qui se voient beaucoup? Le montage classique qui se voit beaucoup, en tout cas qu'on fait beaucoup nous, chez nos clients, c'est celui-là, c'est d'avoir ton activité de conseil en EURL, ta holding au-dessus en SASU, avec un certain niveau de trésorerie. Important, tu fais pas une holding pour 5 000 €, ça n'a aucun intérêt. On a des gens qui nous disent je veux faire une holding absolument, j'ai entendu que déjà, tu peux faire du placement de trésorerie avec ta boîte. Tu vois, ta boîte, tu as le droit de faire du placement de trésorerie. Potentiellement, tu te conseilles, tu pourrais dire je mets une SCI. C'est pas forcément le plus stratégique, tu vois, de faire de l'investissement direct en SCI avec ta boîte de conseil. L'intérêt d'avoir la société holding, c'est que tu sépares vraiment la partie d'exploitation, de conseil, de la partie patrimoniale, quoi. Directement, tu commences à organiser ton patrimoine d'un point de vue différent. Et donc, tu commences à créer ta société patrimoniale qui va elle-même investir dans différents projets. Dans d'autres projets de start-up, dans des projets d'activité, un bar, un restaurant, tout ce que tu veux, mais aussi également tu peux mettre de l'immobilier derrière. Et tu as différentes façons. Soit tu te dis, ok, je mets tout l'immobilier dans ma SASU, soit je crée des structures dédiées qui vont avoir mes différents projets d'investissement immobilier. Donc investissement, que ce soit des bureaux, du commerce, du locatif ou peu importe. Mais des projets immobiliers. Et donc c'est vrai que dans les bons montages qu'il y a à faire, c'est d'avoir ton EURL, ta SASU en holding, et derrière, en fait, plusieurs structures qui vont porter des investissements immobiliers, donc des SCI. Généralement, tu les mets à l'IS aussi. On peut en reparler sur l'IS, mais tu les mets à l'IS. Et ta société holding prête de l'argent, en tout cas finance l'apport en compte courant à tes SCI avec une convention de rémunération de compte courant. Donc, elle fait un prêt, il faudra le rembourser un jour. C'est pas magique. Les gens se disent c'est génial, je vais redescendre le cash et c'est bon, c'est tranquille. Oui. C'est plus simple parce que l'argent circule, mais ça reste un prêt. Donc, à un moment donné, il faudra que la SCI elle rembourse ce prêt. Généralement, elle rembourse au moment où tu fais l'opération de cession du bien, de l'actif. Mais ça reste un prêt. Elle n'a pas fait une donation, quoi. Et donc, c'est vrai, c'est ça qui peut être bien en termes de montage. Et après, tu as différents enjeux qui se posent à partir du moment où tu crées ta SCI, qui est de dire, OK, combien de capital, qu'est-ce que je donne en pourcentage à ma holding? Est-ce que c'est la holding, elle détient 95% de ma SCI et je suis sur une logique peut-être potentiellement d'intégration fiscale, pour revenir sur la définition, ou on est plus sur une logique de dire je fais l'apport, j'apporte, je sais pas, une SCI, la holding elle détient 10% de la SCI, j'ai 90% à titre personnel, j'ai une participation suffisante, je fais un prêt qui est rémunéré aux conditions de marché. Tu fais pas un prêt à 0% ou 0,2, tu vois, tu regardes les conditions de marché. Si les conditions de marché c'est 0%, oui, pas de problème, mais c'est pas les conditions actuelles. Donc, tu fais vraiment un taux de marché sur le prêt et ces 90%, tu les détiens en personne physique. Ça te permet d'être plus modulable, toi, en tant que, on va dire, indépendant sur la construction de patrimoine pour, si tu veux faire des donations, des démembrements, à tes conjoints, à tes enfants, à ton conjoint, à tes enfants directement.
c'est souvent ça un des bons montages qui se crée, quoi. Donc ton URL, ta SASU en holding et tes différentes SCI avec la holding qui finance l'apport des projets immobiliers, quoi, directement. Okay. Parce que on m'a souvent parlé de ce montage avec SASU, SCI, qu'on m'a dit que mettre plusieurs SCI, elle plafonne jusqu'à 30 000 ou 32 000 euros. C'est quoi la logique derrière tout ça? Non, c'est parce qu'en fait, derrière, tu as une logique d'aller. Quand tu as des SCI qui deviennent rentables, tu as la question de l'impôt sur les sociétés. Si tu mets des SCI à l'IS, par définition, on disait l'IS, il y a un taux réduit de 15%. Alors avant, c'était 32 000 euros, mais c'est plus le cas, maintenant c'est 42 500. Donc c'est pour ça qu'on avait ce taux-là en tête. C'était 38 120 le taux, etc. directement, donc tu avais un calcul un peu bizarre, mais donc là c'est 42 500. Et donc on te dit, fais des SCI pour que le résultat fiscal de la SCI soit inférieur à 42 000 pour que tu sois au taux réduit de 15% et pas au-dessus au taux de 25%. Et pas une grosse SCI qui d'un coup en fait fait 400 000 euros de résultat et du coup soit imposée à 25%. Mais en vrai, la logique, elle peut être différente. Elle est plus d'un point de vue potentiellement succession, successoral, et plutôt de se dire, je me réserve la possibilité de couper des SCI. Parfois, je peux vendre les parts d'une SCI ou je peux donner juste les parts d'une SCI qui a un bien et pas une grosse SCI qui a genre 10 biens. Parce que du coup, la valeur, alors certes, ça fait un gros patrimoine sur la partie bilan, mais du coup, ça devient une super foncière, entre guillemets. Donc, ça répond à deux logiques différentes, quoi. Si tu es sur des logiques de fluidité sur ton opération, de transmission, d'organisation, c'est toujours plus facile d'avoir plusieurs SCI. Ok, très clair. Ouais. Et sur la partie immobilier, donc souvent on utilise la SCI. Ouais. Il y a aussi la SARL familiale. C'est quoi les différences? Pourquoi SARL? Pourquoi SCI? Alors, la première distinction, c'est effectivement comment tu fais tes projets immobiliers. Tu vois, est-ce que tu les fais en perso? Est-ce que tu les fais en pro? Est-ce que tu les fais à titre direct ou à travers une société? Tu vois. Quand tu es sur des montages holding, etc., tu utilises la SCI, l'enveloppe de la SCI, parce que effectivement, le cash, il ne t'appartient pas directement. Quand tu es à titre direct, mécaniquement, et que tu te mets avec d'autres gens, tu es toujours, quand tu achètes un bien immobilier, sous un mécanisme de l'indivision. Toujours là-dessus. Donc, d'un point de vue détention de ton actif, soit tu le détiens à travers une société, soit tout seul. Et si vous êtes plusieurs, c'est indivision d'un côté ou plusieurs associés. Donc, c'est vrai que très souvent, on n'aime pas l'indivision parce que l'indivision, c'est pas souple, ça permet pas de. Il y a plein de contraintes. Il y a un grand principe en droit civil qui est nul n'est tenu à l'indivision. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui veut sortir, tu dois lui vendre le bien. Et donc, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pas du tout modulable. Donc, la plupart des bons gestionnaires de patrimoine te disent l'immobilier, ça se détient dans une structure et pas en perso parce que c'est toujours beaucoup plus facile de le faire comme ça. Et après, quand tu le détiens l'immobilier, tu as plein d'enveloppes possibles. Donc, effectivement, souvent, tu peux dire je le mets dans une SAS, dans des sociétés civiles immobilières, donc des SCI qui ont pris l'objet, ou dans des SARL de famille. Déjà, SARL de famille, par définition, il faut être famille. Tu vois, genre, s'il n'y a pas de famille, tu vois, il n'y a pas de SARL. La particularité de la SARL de famille, en fait, elle se situe au niveau d'imposition. Une SCI, elle peut être à l'IR ou à l'IS. Et donc, c'est là où tu as des particularités. Et donc, une SCI, par exemple, quand elle est à l'IR, elle est ce qu'on appelle sous le régime des revenus fonciers. Le principe des revenus fonciers, c'est qu'on regarde les loyers que tu as, on enlève, je ne sais pas si tu as eu un emprunt, on enlève les intérêts d'emprunt et les frais attachés local, et tu te retrouves à être imposé. Peu importe que tu rembourses l'emprunt et qu'en fait, in fine, tu n'es pas le cash disponible. Tu as ton loyer de 2000 qui rentre, ton remboursement d'emprunt, tu es à zéro. Tu te dis, ok, je ne paye pas d'impôt. Si tu payes de l'impôt, parce que tu te retrouves imposé sur les revenus fonciers. Ça, c'est le principe de ta SCI à l'IA. Ta SCI à l'IS, c'est différent. On va regarder la même chose, les loyers que t'encaisses, les emprunts, etc. Mais on va aussi mettre un amortissement fiscal sur le bien. C'est-à-dire, en gros, on va prendre la valeur d'un bien que tu as acheté. Je sais pas, tu as acheté un truc 400 000 euros et on va le diviser par 40. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier. Et tous les ans, on va déduire 10 000 euros de ton assiette, globalement, du chiffre d'affaires, de ton résultat avant l'amortissement fiscal. Donc, de cette façon-là, ça te permet d'avoir un résultat qui est vraiment à zéro parce que tu n'as pas touché le cash. Donc, souvent, l'IS, c'est toujours plus intéressant que l'IR dans une SCI. Maintenant, la particularité de la SARL de famille, c'est qu'elle te permet d'être à l'IR aussi, mais pas sous le mécanisme des revenus fonciers, d'être à l'IR en ayant l'amortissement fiscal possible. Par contre, il faut que ton activité, ça c'est un point qui est hyper important, il y a encore eu un arrêt dernièrement là-dessus, c'est que dans les SARL de famille, tu détiens ce qu'on appelle une activité commerciale. Tu fais de la location meublée. Tu fais pas de location nue dans une SARL de famille, sinon tu rebascules à l'IS. Et là, ça perd un peu de son intérêt. Globalement, c'est toujours en fait, il faut poser un peu les détails du calcul parce que voilà, on va pas rentrer forcément dans toute la complexité du montage, mais
Quand tu es à l'impôt sur le revenu, tu as des abattements pour durée de détention. Ok. Quand tu es à l'impôt sur le revenu, donc au bout de 30 ans, tu es complètement exonéré. Ça dépend effectivement si tu es du régime derrière, entre tu es sur du LMNP, LMP, etc., parce qu'il y a une fiscalité transparente. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Ok. Que tu peux avoir aussi sur la partie IS. Tu vois, l'IS, tu n'as pas les abattements pour durée de détention. Tu as un sujet qui se pose aussi également. Est-ce que mon opération d'investissement immobilier, elle dégage du cash plus que les amortissements? Et du coup, parfois, t'as pas envie d'être en SRL de famille parce que justement, tu as déjà un trop haut taux d'imposition sur le revenu. Et une SRL de famille, c'est fiscalement transparente. Donc, en fait, tu te retrouves à être imposé sur des revenus que tu voulais pas forcément. Et donc, tu préférais qu'ils soient dans une enveloppe à l'IS, imposés justement au taux de 15% maximum, tu vois, et pas les avoir en perso. Et donc, c'est là où tu as un peu le match qui se fait. Et donc, tu regardes avant avec qui tu t'associes. Parce que déjà, voilà, SRL de famille, il y a des contraintes. Et après, tu compares toujours le match IS-IR. Et c'est quoi ton horizon en termes de temps? Qu'est-ce que tu comptes faire du bien? Comment tu le vois? Et c'est quoi l'économie de l'opération, tu vois? Est-ce que c'est un bien où tu es quasiment tout le temps à zéro, tu gagnes pas d'argent? Ou alors tu as fait une très belle opération, tu as des loyers qui vont vraiment couvrir beaucoup plus que ça te coûte. Et donc tu vas avoir beaucoup plus d'argent de cash. Enfin, c'est plutôt ça où tu as un arbitrage qui est fait, quoi. Ok, je vois. Voilà. Donc, beaucoup de variables à considérer. Ouais. Et est-ce que pour des montages un peu plus complexes, où il y a Ouais. des personnes qui veulent faire des démembrements et qui Ouais. vous posent des questions, ça Ouais. c'est un sujet qu'en général le notaire Ouais. prend en main. Bien sûr. Est-ce que vous allez pouvoir un peu l'aider ou directement ça va être, vous allez donner la main au notaire? Nous, on donne les bonnes pratiques Ok. qu'il y a là-dessus, où on informe, tu vois. Donc, tu parles d'éducation financière, mais donc effectivement, là-dessus, il y a un gros travail à faire parce que moi, j'ai toujours été assez. C'est un des points qui m'avait animé quand je voulais être gestionnaire de patrimoine, c'est que je voyais des gens, ils avaient une situation où, selon qu'ils avaient eu l'information ou pas, et ben, ils se retrouvaient à payer 0 droit de donation. Ouais. Et d'autres, ils se retrouvaient à payer 50 000 euros de droit de donation. C'est la même situation. C'est juste qu'il y en a un qui a eu l'information, qui a fait un démembrement, qui a fait de la donation avant 60 ans, etc., qui a permis d'avoir une exonération des abattements pour durée de succession, etc., avec des valeurs beaucoup plus faibles. D'autres qui n'ont pas eu l'information et qui se retrouvent à payer directement. Donc, on essaye de faire justement de l'éducation financière là-dessus. Ok. On essaie aussi d'expliquer ce que ça veut dire les donations, tu vois. Je comprends toujours pas, tu vois, tu vois, il y a des donations simples, des donations partage, et après, il y a des crises lors des successions, tu vois, qui se posent, et les gens disent, ah, mais on me l'a jamais expliqué. Je dis, mais ok, tu vois, il y a un problème, tu vois, en fait, que ça soit aussi complexe, tu vois. Ça peut être aussi un peu tabou dans les familles de parler de ces sujets-là. Ouais, c'est ce sujet-là, mais effectivement, parce que mais oui, mais du coup, il y a un manque, et il y a un retour de bâton qui se crée, tu vois, à ce moment-là, et qui crée de l'inégalité ou l'inéquité, tu vois, sur le terme d'information. Même si, voilà, à titre perso, je pense que c'est bien qu'il y ait des taxes sur les successions parce que ça permet de faire circuler le capital, tu vois, globalement. Il faut pas trop donner, mais enfin, c'est un avis à titre personnel. Mais sur la partie conseil, ouais, c'est là on alerte directement. Et par contre, effectivement, on dit challenger avec votre notaire, discuter. De toute façon, il n'y a qu'un notaire qui a la main après derrière pour rédiger les clauses, pour acter les donations, simple partage pour acter les démembrements de propriété. Donc voilà, nous on prend absolument, enfin voilà, on guide, on donne les bonnes pratiques, mais après on dit voilà, trouvez un notaire et voilà toutes les questions qu'il faut lui poser et oubliez pas, quoi. Mais ouais. Et pour pousser le raisonnement, souvent on voit sur les réseaux sociaux des gens qui mettent en avant des structures, soit des LLC aux US, soit des montages à Dubaï, etc. Ouais. Toi, en tant qu'expert comptable, c'est quoi tous les risques qu'une personne qui souhaite faire des montages un peu plus exotiques peut avoir en tant que Français? Ouais, on en a forcément. Il y en a qui, voilà, c'est un peu un sport national en France d'essayer d'optimiser au maximum ta fiscalité jusqu'à être très border, ouais, toujours le truc borderline, et tout, etc., qui a toujours un sujet, mais qui est de dire ok, jusqu'où je vais. Et c'est vrai, le truc d'expatriation, de dire, ah, mais attends, en fait, j'en ai marre de la France, etc. Bon, c'est une organe qui peut arriver souvent. Et dire, ok, je vais m'expatrier. Enfin voilà, génial, j'ai trouvé un montage ultime, je me mets à Dubaï, je me mets n'importe où, etc. Et là, en fait, souvent, soit les gens, ils s'expatrient vraiment et ils ont bien conscience de toutes les règles et toutes les exit tax et tout ce qu'il y a, tous les enjeux et tout le coût de la vie aussi également sur place et tous les enjeux tu renonces à plein de trucs en termes d'éducation, de protection sociale, de santé que tu as en France, tu vois. Mais donc, ils ont bien mis tout ça dans la balance et le choix, il est assez réfléchi. Soit il y en a, ils partent dans tous les sens, ils ont pas vu, ils se sont dit, mais c'est magique, je mets ma structure là-bas et je reste en France. Et là, voilà, ils oublient qu'il y a, tu vois, dans le code général des impôts, il y a justement, ça couvre ce cas-là, qui est de dire, en fait, si le lieu réel de l'activité économique, en fait, et du pouvoir de décision, il est basé en France, c'est l'impôt français qui doit être appliqué. Et il n'y a pas ce truc de, ah, mais j'ai vécu 183 jours à Dubaï, donc c'est bon, c'est génial, j'ai trouvé la faille. Non, en fait, si on regarde que tout ton business, il vient de la France, ton chiffre d'affaires vient de la France, et que ton activité économique, ton patrimoine, tes enfants, ta situation personnelle est française, tu seras imposé d'un point de vue impôt sur la société et impôt sur le revenu en France. Et donc ton écran à Dubaï, il va juste te servir à faire le malin 2-3 ans et après tu vas te faire exploser directement. Tu vois. Donc c'est pas. Mais effectivement, t'en as plein qui. Et là, pour le coup, la fiscalité internationale, c'est un gros sujet. Et c'est tellement complexe avec les conventions fiscales internationales, etc. Mais le principe, il est quand même assez simple. Si tu veux vraiment plus être citoyen fiscal français,
il n'y a pas il y a pas 36 solutions. Il faut que ton patrimoine il soit ailleurs que la France, que tes revenus soient ailleurs que français et que toi, fiscalement, enfin, d'un point de vue familial, tu sois là-bas, quoi, sur place. Donc, sur une structure, par exemple, à l'étranger, Ouais. mais dont la majorité du chiffre d'affaires vient de la France, Ouais. elle est considérée fiscalement comme française ou comment ça se passe? Ouais, en fait, ça dépend, mais en fait, on va regarder, c'est un faisceau d'indices, donc on va regarder différents critères. Mais si toi, tu es en France, ta structure, en fait, tout le chiffre d'affaires que tu factures, c'est du chiffre d'affaires français, que c'est là où tu as tous tes clients. Ouais. Que toi, en fait, tu es à Dubaï, tu vas juste 2 mois par an, et en fait, 10 mois sur 12, tu es en France, et que ton mari est français, tes enfants, ils sont à l'école en France. Bon, tu vois, ton activité de consultante, influenceuse, tout ce que tu veux, Dubaïote, bah, ça marche pas trop, quoi. Ok. Voilà. Ça va être quoi? À la fois sur ça, de bien structurer une expatriation, ça va être quoi les red flags de l'administration fiscale? Donc, à la fois sur ça, mais à la fois aussi de quand tu es entrepreneur et que tu fais tout en France, que tu as une société en France, les red flags de tu prends un contrôle fiscal ou d'autres contrôles. Ouais. Sur la partie expatriation, bah, il regarde par l'exit tax, on arrive à contrôler tous ces différents sujets. Donc, effectivement, c'est comme ça que l'administration fiscale regarde ce qui se passe sur des gros patrimoines ou des grosses opérations. Dès que tu es à plus de 6 chiffres sur différentes opérations, en termes d'impôts, en termes de flux, etc., tu fais l'objet d'une vérification. Tu vois, on va dire. Alors, ça se trouve, tu n'es pas au courant. Ouais. Tu sais pas parce qu'il n'y a pas de difficulté, mais voilà, tu rentres assez vite dans les radars. On sait qu'en plus, l'administration fiscale, de plus en plus, elle utilise tous les outils d'IA pour scanner les réseaux sociaux, pour scanner tous les trucs, etc. Et elle a les possibilités de faire des reconstitutions de train de vie. Ouais. Aussi également, tu vois, si tu déclares 30 000 euros de revenus en France et que par tes réseaux sociaux, on se rend compte que tu as une vie de mec qui gagne 500 000 euros, il y a un problème de cash quelque part et donc ça va assez vite après d'interroger. Après, il y a plein de contraintes, mais voilà, déjà, c'est une des premières des choses que tu as en fait sur cette logique d'expatriation. Et systématiquement, quand tu fais vraiment de la vraie expatriation, directement, donc tu quittes la résidence fiscale française, parce que du coup, c'est son intérêt si tu veux aller à Dubaï, bah, ton dossier il va être à risque. Dans tous les cas, tu vois, il va être surveillé. Parce que voilà, on sait qu'il y a plein d'abus directement. Donc, tu as le mécanisme de l'exit tax qui passe et qui vient sécuriser l'administration. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'exit tax pour les personnes qui En gros, l'exit tax, c'est une protection qui a été mise en place par l'administration fiscale, principalement aussi au niveau de l'Union européenne, pour te dire que si tu pars et que tu vas dans des pays à fiscalité favorable, on va essayer de prendre des garanties, des provisions sur le fait que ce ne soit pas uniquement pour des questions d'optimisation fiscale. Et donc, tu peux te retrouver à payer... en gros, le cas type, c'est le mec qui a une grosse société, il veut la vendre et il sait qu'il va avoir 30% de plus-value sur son opération. Et donc, il se dit, bah, je vais aller mettre à Dubaï ou je vais aller mettre en Belgique pour voir si c'est pas plus facile de la vendre. Bah, si tu fais ça dans un laps de temps court, l'administration dit que c'était uniquement un motif fiscal, ce type d'opération. Et donc, ils vont t'imposer sur la plus-value. Donc, c'est à ça que sert l'exit tax. C'est d'apporter des garanties sur ce mécanisme-là et de dire, voilà, il y a des conditions d'exonération, il y a des montants qui s'appliquent, des plafonds, parce que, effectivement, si tu as une société à 30 000 euros, on s'en fout. Mais si c'est 30 millions, c'est pas la même chose. Et donc, tu vois, tu as plein de plafonds qui rentrent dans une tête, tu as des durées, effectivement. Tu vois, si tu vas vraiment vivre 10, 15 ans et qu'au bout de 15 ans, tu vends ta société, bah, on considère que voilà, tu as passé un délai suffisamment long. Toutes ces conditions, elles sont transparentes, tout le monde peut les retrouver. Oui, elles sont transparentes. Les textes, généralement, mais quand tu pars quand même sur un projet d'exit tax et qu'en plus tu as de l'immobilier, tu vois, je sais que toi, tu as pas mal de conseils sur cette partie immobilier, tu as un vrai enjeu à te faire accompagner par un avocat fiscaliste international parce que tu as la fiscalité internationale qui s'applique et après tu as les règles spécifiques au droit de l'immobilier où souvent l'immobilier c'est très lié à la situation fiscale du pays. Ouais. Donc si tu fais de l'investissement au Portugal, au Maroc ou à Bali, tu te dis ah mais génial, j'ai fait des optimisations avec la France, mais en fait très souvent tu as la partie fiscale et tu as la partie civile. Tu vois. Et là en fait tu as plein de choses qui rentrent en ligne de compte où tu vois, je sais pas, il y a des gens qui disent ah mais fiscalement j'étais plus sous la loi française, ouais mais civilement tu l'es toujours. Et donc tu vois il y a plein d'enjeux qui rentrent en ligne de compte. Donc la reco quand même dès que tu as des sujets d'expatriation, avocat fiscaliste, si possible fiscaliste international et compétent sur ta convention. C'est-à-dire en gros parce que tous les pays après régissent les conventions. Quand tu es dans l'Union européenne c'est assez facile, mais quand tu es hors Union européenne, voilà, avoir un spécialiste qui connaît les conventions France, Émirats ou des choses comme ça, etc. Tu vois, voilà. Et c'est quoi du coup maintenant sur la gestion d'une entreprise en France, c'est quoi les bonnes pratiques sur comment bien gérer en mode qu'est-ce qu'on peut mettre en frais de société, c'est quoi les choses à ne pas faire pour déclencher des contrôles. T'as un vrai sujet sur la partie, encore une fois, optimisation et t'as plein de règles, des méconnaissances où les gens ils disent non mais attends, ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit de le faire. Mais déjà le grand principe c'est de te dire que voilà, quand t'as une société, une activité, t'as deux choses différentes, t'as ton cash à toi et le cash de la société. Tu vois, quand tu crées une société, il y a deux patrimoines distincts. C'est comme ça que l'administration fiscale elle se base, c'est-à-dire c'est sur les patrimoines distincts, c'est deux êtres juridiques différents.
Et donc, par définition, comme c'est deux personnalités juridiques différentes, il y a deux patrimoines différents. Ouais. Tu peux pas te taper dans la caisse, tu vois, globalement. Et donc, c'est pour ça qu'on a des notions d'abus de biens sociaux ou des choses comme ça, ou qu'il y a des choses qui sont interdites. C'est parce que tu fais pas ce que tu veux, c'est pas ton argent à toi. Même si dire, mais je comprends pas, je suis associé, je suis dirigeant, c'est mon argent. Non, c'est l'argent de la société. Et toi, si tu veux ton argent, il faut que tu le sortes en rémunération, en dividende, ce qu'on a expliqué juste avant. Et du coup, partant de là, tu dis, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je dois faire prendre en charge? Et en fait, c'est des questions qu'on a tout le temps, nous, par nos clients, qui nous disent, ouais, mais j'ai entendu quelqu'un, il fait ci, il fait ça, ah, mais lui, il a eu le droit de faire ça, lui, il a le droit de faire ça, etc. Pourquoi on n'a pas eu les mêmes infos, etc. Le grand principe, c'est que toutes les dépenses que tu fais dans une société, ça doit être engagé pour le développement, le maintien de la société, c'est-à-dire dans le cadre de l'exploitation de la société. Et ça, en fait, l'exploitation de la société, ça dépend de ton objet social. Si ton business, c'est dans un business du voyage, tu vois, directement, et que tu as un sujet de voyage, d'hôtel, tu commercialises un certain nombre de choses et que tu as besoin d'avoir un relationnel là-dessus, c'est normal d'avoir des dépenses de voyage, de frais d'aller de côté dans le monde parce que c'est le business même de ton activité. Si tu es une consultante en marketing et que tous tes clients ils sont français, ton voyage à Bali, tu vois, compliqué de justifier que c'était vraiment dans le cadre de ton activité, de ta société, qu'il fallait faire un voyage à Bali, tu vois. Et donc, tous ces trucs-là, en fait, la logique, elle est toujours la même. C'est est-ce que ça sert l'intérêt de ta société ou ça te sert toi à titre personnel? Du coup, tu comprends qu'en fait, il y a plein de choses. Ok, ah ouais, en fait, non, c'est limite et tout. Après, tu as toujours, encore une fois, ce truc d'être sur la ligne et de flirter avec la limite, qui est de dire, ok, il y a un certain nombre de dépenses, ok, comment je fais? C'est du mix pro-perso. Ouais. Et généralement, quand tu as des contrôles fiscaux, et donc on pourra revenir pourquoi ça déclenche des contrôles fiscaux, mais c'est à ce moment-là, c'est que tu dois en fait justifier. Très souvent, voilà, on dit, ok, il n'y a pas de problème. Ah, t'es allé faire un séminaire au Portugal. Ok. Quoi, ça bénéficie. C'était quoi l'intérêt pour le truc? En fait, j'ai recruté, j'ai fait, je sais pas, un mastermind au Portugal. J'ai rencontré 10 personnes. Oui, ok, c'était 10 000 euros parce qu'on est dans un hôtel, un cadre un peu sympa. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont ramené du business beaucoup plus important, qui m'ont fait changer mon offre, qui m'ont fait revoir mon produit et tout. Et là, il y a un intérêt business, tu vois, qu'il fait. J'ai fait une formation, un MBA hyper important, mais derrière, mon TJM, il est passé de 500 à 2000 euros. Il n'y a pas de débat, tu vois, directement. Tu fais passer un MBA sur ta boîte ou des cours d'onologie parmi les plus grands onologues du monde, tu vois, et on te dit, c'est quoi l'intérêt pour ton business? Aucun. Bon, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas trop d'enjeu. C'est toujours ça, en fait. C'est est-ce que ça te sert? Et donc, si tu as cette logique-là, ok. Après, tu vois, donc après, tout est possible, tu vois. Et après, il y a des grands principes où tu sais que de base, tu n'as pas le droit, tu vois. Et un des grands sujets où on a toujours les débats, et souvent le débat pour les créateurs de contenu, tu vois, qui sont là, c'est, tu vois, toute la partie vestimentaire, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de toute la partie des vêtements? Est-ce que tu as le droit d'avoir plein de vêtements parce que tu as une image de marque, tu as une représentation, etc. Et en vrai, là-dessus, le code général des impôts, il est quand même assez clair. Tu as le droit de faire passer des vêtements que s'ils sont liés à ta profession. Et les exemples qu'il cite, c'est la robe de l'avocat, la blouse du médecin, le bleu du garagiste. Et malheureusement, le créateur de contenu, il le met pas dedans, quoi. Donc en fait, c'est sujet à interprétation. Il faut savoir que quand tu as un contrôle fiscal, c'est un débat qui est oral et contradictoire. Et en gros, tu es avec l'inspecteur, l'inspectrice qui va te challenger là-dessus. Donc c'est à toi après de défendre ton cas, ta position, tu vois. Donc en fait, en fonction de s'il estime que c'est mesuré, que c'est pas tu vois, complètement déconnant par rapport à ton chiffre d'affaires, il y a une question de proportion, etc. Il n'y a pas vraiment de chiffre précis, tu vois. Les gens ils me disent toujours, mais j'ai le droit à quoi? 5%, 10%, 15%? En fait, ça dépend. Il y a plein de choses, tu vois. Effectivement, si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, une dépense à 10%, 100 000 euros, c'est énorme, tu vois, directement. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, bon, ton 1 000 euros parce que tu as fait. C'est pas du tout la même chose, quoi, tu vois. Donc en fait, t'as pas vraiment de. C'est vraiment du cas par cas. Ça reste quand même du bon sens pratique, qui est de dire, ok, tu as des choses, des optimisations possibles que tu peux faire légalement, donc il faut y aller, il faut les faire. Hein, tu vois, les chèques vacances, chèques emploi-service, le loyer au domicile du dirigeant, les indemnités kilométriques, s'ils sont justifiés, tu as tous ces trucs-là, tu vois, qui sont des optimisations légales que tu as le droit de faire. Et après, sur toutes les dépenses, il faut toujours les rattacher à ton activité professionnelle. Si tu arrives à les rattacher et que tu es serein en cas de contrôle, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais évite effectivement de prendre tes 3 semaines de vacances au mois d'août, je sais pas où, et que ça n'a aucun lien voilà, avec ta famille, ton mari, tes enfants. Voilà, c'est pas compliqué, quoi. Et c'est quoi les histoires les plus folles, des anecdotes un peu croustillantes que tu as à nous partager sur des gens qui ont mis des frais en pro et que c'est pas passé, ils sont pris en contrôle? Ouais, il y en a plein. Hein. Il y a le mec un peu vieillissant, divorcé, et qui passe sa vie dans les boîtes de nuit et qui a des frais de champagne partout, tu vois, directement. Et en fait, le mec fait 80 000 euros de frais de champagne sur 3 mois. Bon, tu sais qu'il y a un petit sujet, tu vois, globalement. Et lui, effectivement, il y avait à un moment donné, tu vois, sur 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a un problème. C'est pas justifié, tu vois. Donc là, c'était. Effectivement, tu as un peu de la peine pour lui parce que il a persisté, il a voulu le faire et tout directement, tu vois. Et donc, contrôle fiscal, il s'est fait adresser en totalité, tu vois. Et donc,
Après, il y a des sujets de qu'est-ce que Comment tu ça fais. se passe si tu te fais redresser? Bah, Ça se passe justement, en ouais. perso, tu payes en perso? Ouais, en fait, c'est un vrai sujet parce qu'après, c'est comment est-ce qu'ils considèrent qu'il y a eu de la fraude ou pas. Donc, il y a des sujets. Est-ce que c'est des rémunérations? Est-ce qu'ils considèrent que c'est des revenus réputés distribués ou des rémunérations avantagées occultes? C'est un vrai sujet. Mais en gros, derrière, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu as une base qui est surimposée. C'est-à-dire, si tu l'avais sorti en rémunération, tu avais une base 100, là, tu as une base à 125%. Dessus, donc, tu repayes de l'impôt et des cotisations sociales directement dessus. Pour ta société, c'est pas déductible. Donc, en fait, du coup, bah, tu avais moins payé d'impôts sur les sociétés, tu te retrouves à payer de l'impôt sur les sociétés, le fameux IS à 15% ou à 25%. Et après, selon que tu sois de mauvaise foi ou pas, tu vois, tu as 40% de pénalité, 80%, voire 100% de pénalité si tu es sur la fraude en termes de droit. Et tu peux te retrouver à avoir des montants très importants. Tu vois, on a eu un cas où on parlait des voyages, mais c'était assez souvent le cas qui revient souvent. Et moi, j'avais accompagné un contrôle fiscal où il bossait dans les assurances pour les expatriations, donc ça pouvait se tenir. Et le contrôle fiscal, en fait, il avait beaucoup trop de frais d'expatriation, enfin de voyage et tout, des éléments. Et donc, il s'est retrouvé à avoir, en fait, tu vois, 400 000 euros de frais par an. Et donc, du coup, il a eu un redressement mais colossal où, en fait, l'inspecteur a demandé l'agenda complet pour voir exactement, tu vois, recouper toutes les informations. Bah, je pense qu'on arrive un peu à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais des dernières recommandations? Déjà, où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Le vrai Jonathan Cohen sur Instagram. Est-ce que, Jonathan Cohen, le vrai, dans ce sens-là. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux? Ouais, tu peux me suivre sur tous les réseaux sociaux. Bah, effectivement, Instagram, TikTok, LinkedIn, même si je suis plus actif sur Instagram. Voilà, réseau social que je préfère par rapport aux autres. Mais donc, ouais, directement. Après, il y a toutes les équipes d'Akazi qu'on peut suivre directement si les gens ont des questions. Il y a des vrais gens, on n'est pas des robots directement derrière. Donc voilà, il y a toute une équipe qui accompagne tous les clients qui ont des questions sur la création de société, les montages, tous ces éléments-là. Et donc voilà, akazi.io ou l'adresse mail hello@akazi.io. Enfin voilà, toutes les informations sont sur Internet. Ok, génial. Et comment tu vois rapidement la suite pour Akazi dans les 5-10 prochaines années? C'est quoi ta vision? Nous, on a vocation à vouloir aller encore plus loin sur le marché des freelances et indépendants en termes d'offres de services, d'accompagnement. Voilà, on fait plein de choses sur l'accompagnement de montage, structuration, holding, SCI. On veut continuer à poursuivre par là. On veut continuer aussi à faire des choses sur la partie gestion de patrimoine. C'est un vrai sujet sur lequel on va se pencher. Ajouter une nouvelle offre. Ouais, ajouter une nouvelle offre sur cette partie d'accompagnement pour aller un cran au-dessus parce que les clients nous le demandent. Et donc et aussi passer par le produit. Voilà. Avec tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui en termes d'IA, on teste beaucoup de choses qui permettent de faire gagner du temps, de l'immédiateté, tu vois, de permettre de connecter. Voilà, il nous faut confiance. Et donc, on peut mettre aussi des choses en termes d'exhaustivité, de rapidité de traitement des délais, des questions, etc. Donc, voilà, on a vocation à se développer en France, peut-être à un moment donné, se posant la question de l'international sur des pays à fiscalité équivalente, tu vois, la Belgique, l'Italie, où c'est des trucs qu'on veut comprendre. Mais voilà, il y a encore des beaux challenges à faire avec Akazi. Ok, génial. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Bah, merci, Nicolas. À bientôt.